grand froissement d'étoffes remuées et un grand murmure de voix. Elle s'éventait comme au théâtre, car il faisait déjà une chaleur d'étuve dans cette grotte feuillue. Un farceur criait de temps en temps « Orgeat, limonade, bière !» Madame Walter et ses filles gagnèrent leur place réservée du premier rang. Du roi, les ayant installés, allait partir, il murmura « Je suis obligé de vous quitter, les hommes ne peuvent accaparer les banquettes. » Mais Madame Walter répondit en hésitant « J'ai bien envie de vous garder tout de même. Vous me nommerez les tireurs. Tenez, si vous restiez debout au coin de ce banc, vous ne gêneriez personne. » Elle le regardait avec ses grands yeux doux. Elle insista. « Voyons, restez avec nous, monsieur, monsieur Bellamy. Nous avons besoin de vous. » Il répondit « J'obéirai, avec plaisir, madame. » On entendait répéter de tous les côtés « C'est très drôle, cette cave, c'est très gentil. » Georges la connaissait bien, cette salvoudée. Il se rappelait le matin qu'il y avait passé la veille de son duel, tout seul, en face d'un petit carton blanc qui le regardait du fond du second caveau, comme un œil énorme et redoutable. La voix de Jacques Rival résonna, venue de l'escalier. « On va commencer, mesdames. » Et si monsieur très serrés en leurs vêtements pour faire saillir davantage le thorax, montèrent sur l'estrade et s'assirent sur les chaises destinées au jury. Leurs noms coururent. Le général de Reinaldi, président, un petit homme à grande moustache, le peintre Joséphin Rouget, un grand homme chauve à longue barbe, Matteo de Hujar, Simon Ramoncel, Pierre de Carvin, trois jeunes hommes élégants, et Gaspard Merleron, un maître. Deux pancartes furent accrochées aux deux côtés du caveau. Celle de droite portait Monsieur Crèvecoeur et celle de gauche Monsieur Plumeau. C'étaient deux bons maîtres de second ordre. Ils apparurent, secs tous les deux, avec un air militaire, des gestes un peu raides. Ayant fait le salut d'armes avec des mouvements d'automate, ils commencèrent à s'attaquer, pareils dans leurs costumes de toile et de peau blanche, à deux pieds aux soldats qui se seraient battus pour rien. De temps en temps, on entendait ce mot « toucher » et les 6 messieurs du jury inclinaient la tête en avant d'un air connaisseur. Le public ne voyait rien que deux marionnettes vivantes qui s'agitaient, en tendant le bras. Il ne comprenait rien, mais il était content. Ces deux bons hommes lui semblaient cependant peu gracieux et vaguement ridicules. On songeait aux lutteurs de bois qu'on vend au jour de l'an sur les boulevards. Les deux premiers tireurs furent remplacés par messieurs Planton et Carapin, un maître civil et un maître militaire. Monsieur Planton était tout petit et monsieur Carapin très gros. On eût dit que le premier coup de fleuret dégonflerait ce ballon comme un éléphant de baudruche. On riait. Monsieur Planton sautait comme un singe. Monsieur Carapin ne remuait que son bras, le reste de son corps se trouvant immobilisé par l'embonpoint, et il se fendait toutes les 5 minutes avec une telle pesanteur et un tel effort en avant qu'il semblait prendre la résolution la plus énergétique de sa vie. Il avait ensuite beaucoup de mal à se relever. Les connaisseurs déclarèrent son jeu très ferme et très serré, et le public confiant l'apprécia. Puis vinrent messieurs Bourrion et La Palme, un maître et un amateur, qui se livrèrent à une gymnastique effrénée, courant l'un sur l'autre avec furie, forçant les juges à fuir en emportant leurs chaises, traversant et retraversant l'estrade, d'un bout à l'autre, l'un avançant et l'autre reculant par petits bonds vigoureux et comiques. Ils avaient de petits sauts en arrière qui faisaient rire les dames, et de grands élans en avant qui émotionnaient un peu cependant. Cet assaut au pas gymnastique fut caractérisé par un titi inconnu qui cria « Vous éreintez pas, c'est à l'heure ». L'assistance froissée par ce manque de coups fit « Chut ». Le jugement des experts circula. Les tireurs avaient montré beaucoup de vigueur et manquaient parfois d'à-propos. La première partie fut clôturée par une fort belle passe d'armes entre Jacques Rival et le fameux professeur Beige, le Bègue.
beauté des femmes. Il était vraiment beau. Garçon bien fait, souple, agile, et plus gracieux que tous ceux qui l'avaient précédé. Il apportait dans sa façon de se tenir en garde et de se fendre une certaine élégance mondaine qui plaisait et faisait contraste avec la manière énergétique mais commune de son adversaire. On sent l'homme bien élevé, disait-on. Il eut la belle, on l'applaudit. Mais depuis quelques minutes, un bruit singulier à l'étage au-dessus inquiétait les spectateurs. C'était un grand piétinement accompagné de rires bruyants. Les 200 invités qui n'avaient pu descendre dans la cave s'amusaient sans doute à leur façon. Dans le petit escalier tournant, une cinquantaine d'hommes étaient tassés. La chaleur devenait terrible en bas. On criait de l'air, à boire. Le même ferveur glapissait sur les tons aigus qui dominaient le murmure des conversations. Orgeat, limonade, bière. Rival apparut très rouge, ayant gardé son costume d'assaut. « Je vais faire apporter des rafraîchissements, dit-il, et il courut dans l'escalier. Mais toute communication était coupée avec le rez-de-chaussée. Il eût été aussi facile de percer le plafond que de traverser la muraille humaine, entassée sur les marges. Rival criait. « Faites passer des glaces pour les dames !» Sa grande voix répétait. Des glaces. Un plateau apparut enfin, mais il ne portait que des verres vides, les rafraîchissements ayant été cueillis. En route, une forte voix hurla. On étouffe là-dedans, finissons-en vite et allons-nous-en. Une autre voix lança la quête. Et tout le public, haletant mais gai tout de même, répéta la quête, la quête. Alors 6 dames se mirent à circuler entre les banquettes, et on entendit un petit bruit d'argent tombant dans les bourses. Duroy nommait les hommes célèbres à Madame Walter. C'étaient des mondains, des journalistes, ceux des grands journaux, des vieux journaux qui regardaient de haut la vie française, avec une certaine réserve née de leur expérience. Ils en avaient tant vu mourir de ces feuilles politico-financières, filles d'une combinaison louche et écrasée par la chute d'un ministère. On apercevait aussi là des peintres et des sculpteurs, qui sont en général hommes de sport, un poète académicien qu'on montrait, 2 musiciens et beaucoup de nobles étrangers dont Duroy faisait suivre le nom de la syllabe Rast, qui signifiait Rastaquouère. Pour imiter, disait-il, les Anglais qui mettent esque sur leur carte. Quelqu'un y cria. Bonjour, cher ami, c'était le comte de Vaudreuil. S'étant excusé auprès des dames, Duroy alla lui serrer la main. Il déclara, en revenant, il est charmant, Vaudreuil. Comme on sent la race chez lui. Madame Walter ne répondit rien. Elle était un peu fatiguée et sa poitrine se soulevait avec effort à chaque souffle de ses poumons, ce qui attirait l'œil de Duroy. Et de temps en temps, il rencontrait le regard de la patronne. Un regard trouble, hésitant, qui se posait sur lui et fuyait tout de suite. Tiens, et il se disait, tiens, est-ce que je l'aurais levé aussi celle-là? Les quêteuses passèrent, leurs brousses étaient pleines d'argent et d'or, et une nouvelle pancarte fut accrochée sur l'estrade, annonçant « Grande surprise ». Les membres du jury remontèrent à leur place. On attendit. 2 femmes parurent enfin, un fleuret à la main, en costume de salle, vêtues d'un maillot sombre, d'un très court jupon tombant à la moitié des cuisses, et d'un plastron si gonflé sur la poitrine qu'on les forçait à porter haut la tête. Elles étaient jolies et jeunes. Elles souriaient en saluant l'assistance. On les acclama longtemps. Et elles se mirent en garde au milieu d'une rumeur galante et de plaisanteries chuchotées. Un sourire aimable s'était fixé sur les lèvres des juges, qui approuvaient les coups par un petit bravo. Le public appréciait beaucoup cet assaut et le témoignait aux 2 combattantes, qui allumaient des désirs chez les hommes et réveillaient chez les femmes le goût naturel du public parisien, pour les gentillesses un peu polissonnes, pour les élégances du genre canaille, pour le faux joli et le faux gracieux, les chanteuses de café-concert et les couplets d'opérette. Chaque fois qu'une des tireuses se fendait, un frisson de joie courait dans le public. Celle qui tournait le dos à la salle, un dos bien replet, faisait s'ouvrir les bouches et s'arrondir les yeux. Et ce n'était pas le jeu de son poignet que l'on regardait le plus. On les applaudit avec frénésie.
poursuivit, mais personne ne le regarda car toute l'attention fut captivée par ce qui passait au-dessus. Pendant quelques minutes, on avait écouté un grand bruit de meubles remués, traînés sur le parquet comme si on déménageait l'appartement. Puis tout à coup, le son du piano traversa le plafond, et on entendit distinctement un bruit rythmé de pieds sautant en cadence. Les gens d'en haut s'offraient un bal pour se dédommager de ne rien voir. Voilà, je m'arrête ici et je vous relirai la suite